Je suis vraiment étonné qu'on n'en parle pas, parce que c'est un sujet qui se débat beaucoup pour le moment en France, cette fameuse réforme des retraites. On se pose beaucoup de questions, on débat, on explique ses points de vue, on voit différents économistes. D'ailleurs, j'avoue que je suis un peu paumé par rapport aux économistes, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de consensus en économie, qu'au final c'est un peu... je vais être honnête, hein, un peu comme des 10 heures de bonne aventure. Il y en a qui sont plus optimistes, d'autres plus pessimistes. Mais j'ai vraiment, je trouve, hein, et c'est vraiment qu'une impression, hein, je ne dénigre absolument pas les économistes et leurs compétences. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est jamais très clair. Il y a pas de consensus, quoi. Il y a pas de, on n'entend pas parler justement comme en science, par exemple, de gens qui disent oui, ça on sait. Et maintenant, pour régler ça, on peut faire ça. Bon, bref. Donc ça, c'est un peu compliqué, je trouve. En tout cas, grande nouvelle, parce que justement, comme je le disais, on n'en parle pas ni en France, mais en Belgique non plus, et ça m'étonne. La réforme des retraites, elle a déjà eu lieu. Certes, pas en France, mais ici en Belgique, on l'a déjà votée. Elle est déjà d'actualité, elle est déjà en place. Et même si elle n'est pas encore totalement en place, hein, elle n'est pas finie, elle est déjà là. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle est même plus forte que celle que l'on propose en France. Et j'ai cherché un petit peu, du coup, des articles qui faisaient peut-être le bilan de tout ça, mais j'en ai pas trouvé. Et c'est ça qui va être très compliqué, c'est que du coup, ici, c'est pour ça que j'en parle aussi, c'est parce que je pense qu'il faut quand même avoir un regard là-dessus, essayer de comprendre et d'avancer, de réfléchir, parce que c'est important, c'est quelque chose, justement, nous, dans ce débat où on se demande est-ce que ça, c'est une bonne solution ou pas, je trouve ça hyper important et intéressant de regarder là où ça a déjà été fait pour voir les conséquences qui sont déjà d'application. Donc nous, en 2000... alors je confonds et il y a quand même 50 différences, mais il me semble que c'est en 2015, quelque chose comme ça. Une réforme des retraites a été votée pour allonger le temps de travail de 65 à 67 ans. Donc quelque chose de bien plus brutal que ce qu'on propose en France. Maintenant, alors attention, hein, parce que je dis plus brutal, mais évidemment, tout ça, voilà, les conditions sont peut-être pas les mêmes, voilà, hein, c'est vulgarisé, bien sûr, hein, si ça se trouve, voilà, hein, les prix sont forcément pas les mêmes, etc. Bref, il y a tout un tas de facteurs qui ne sont pas les mêmes. Mais malgré tout, c'est quand même de 65 à 67, et en France, c'est de 62 à 64. Donc on est quand même bien plus loin dans le délire, hein, de réforme des retraites. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que le gouvernement actuel, hein, cette année, en 2023, pense déjà à une autre réforme des retraites à faire. Et c'est pour ça que j'en parle, et c'est pour ça que je veux en parler, parce que je pense que c'est extrêmement intéressant de se pencher sur la question et de porter un petit peu un regard là-dessus. Donc, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, il y a donc une réforme des retraites en France. Il y a un article ici qui résume le tout, hein, c'est un article belge justement du soir, que je vous mets, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Et je vais pas vous les lire en détail, on va juste revenir un petit peu vite fait sur les changements importants. Donc départ à la retraite à 64 ans contre 62 aujourd'hui, hein, l'âge légal. La fin des régimes spéciaux, une cotisation pendant 43 ans, et tout ça pour protéger les carrières longues. Voilà. L'idée toujours d'une réforme des retraites, c'est, parce que moi je me souviens encore, c'est un truc de fou, mais je me souviens encore qu'en 5e secondaire, donc en 5e secondaire, moi je crois que je suis sorti en 2012, donc en 2011 déjà, moi j'apprenais ça à l'école, et on m'avait expliqué déjà à l'époque pourquoi une réforme des retraites c'est vraiment un cadeau empoisonné pour les gouvernements futurs. Parce qu'en fait, une réforme des retraites, avant toute chose, hein, avant d'avancer même dans l'analyse ici en Belgique des éventuelles conséquences, eh bien, une réforme des retraites, ça peut paraître une super bonne idée à court terme. C'est-à-dire qu'effectivement,
les avantages quand tu augmentes comme ça l'âge de la pension enfin l'âge légal pour aller à la pension de 2 ans, donc que tu enlèves 2 années de retraite, hein. L'avantage, c'est que tu vas avoir des travailleurs qui vont travailler donc 2 ans de plus, c'est-à-dire cotiser pendant 2 ans supplémentaires. En plus, ils ne seront pas retraités, donc ça veut dire que tu économises la retraite que tu allais payer pour ces gens pendant 2 ans. Évidemment, ça peut augmenter le PIB aussi. Alors ça, justement, à court terme, parce que du coup, si on garde le même taux d'emploi par année, et ça, on va en revenir, eh bien, c'est avantageux, puisque du coup, vous avez des nouveaux travailleurs qui arrivent, et en plus, vous avez les anciens qui restent plus longtemps. Donc forcément, le PIB augmente, etc. Donc, si on regarde comme ça, de ce point de vue-là, ça n'a vraiment que des avantages. On se dit, trop bien, pendant 2 ans, c'est la foire à la saucisse, on peut se faire plaisir, hein, ça fait plein d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Cependant, il y a quand même un hic. Ben ouais. Parce que un jour viendra où nous aurons ceux qui ont 62 ans, enfin c'est pour ça que d'ailleurs c'est progressif, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un jour où, quoi qu'il arrive, on va devoir payer plus cher. Ben oui, si on dit que à partir de demain, par exemple, hein, la retraite est à 64 ans, il y a 2 systèmes qui vont se confondre. Il y a ceux qui sont encore dans le système de 62 ans et ceux qui sont dans le système de 64 ans. Et ces 2 systèmes, ils vont arriver la même année, et donc, au final, on va devoir sortir, avec des gros guillemets, 2 fois plus d'argent. Donc espérons qu'il y ait des gens qui meurent d'ici là, comme ça, nous payerons moins cher, bien sûr. Je rigole, je ne souhaite la mort à personne, j'insiste dessus, hein. Mais aussi, en fait, c'est là où est vraiment le problème. C'est que ces gens qui vont continuer à travailler pendant 2 ans, c'est intéressant seulement si le marché de l'emploi permet que tous les jeunes qui vont rentrer dans le marché du travail, pour simplifier, les jeunes qui passent de 17 à 18 ans, par exemple, l'année prochaine, hein, et qui vont du coup chercher un travail, simplifié, hein, il faut que le marché de travail puisse absorber de la même manière ces nouveaux travailleurs, hein, donc les jeunes. Or, si les vieux restent plus longtemps, ça veut dire qu'il y a moins de place pour le travail. Alors évidemment, le gouvernement se base sur ces chiffres du chômage, il les regarde, il se dit « Ah mais regarde, il y a 9% de chômage pour X% d'emplois possibles, probables. Donc, facile, les gens iront dans ces emplois-là. » Mais ça, évidemment, ce que les chiffres ne disent pas, c'est toute la complexité, hein, qui sont derrière. C'est-à-dire que parfois, les gens, les entreprises ne trouvent pas d'employés parce que ils sont au milieu de nulle part. Voilà. Si vous êtes dans la Creuse, par exemple, c'est pas la même chose que si vous êtes à Paris et que vous êtes une entreprise et qui recherche de la main-d'œuvre. Voilà. À Paris, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail, etc. Donc, et les transports en commun, etc., c'est facile de se déplacer. Dans la Creuse, c'est au milieu de nulle part. Pour prendre la Belgique, hein, c'est un peu comme si on disait... je connais pas bien les villes belges, en vrai. J'ai plus de références à cause des streamers français, là, mais... c'est vrai qu'en Belgique, c'est un peu comme si vous étiez à Durbuy, voilà, vous faites votre société à Durbuy, et que vous disiez, bah merde, je trouve pas d'employés. Bah oui, normal, à Durbuy, il y a 1000 habitants, et puis pasta, quoi, c'est bon, c'est finito, quoi. Alors que si tu mets ton entreprise à Bruxelles, t'as plus de chances de trouver des employés. Ce sera beaucoup plus facile. Bref. Donc ça, c'est le délire, ok ? C'est que, en fait, ce que espèrent les gouvernements à chaque fois, c'est que, les 9% vont pas augmenter, parce que le pire, et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est que les gens qui se retrouvent, qui devaient être à la retraite à 62 ans, le problème, c'est si, en fait, ils sont virés, ou alors ils ne peuvent plus travailler, et qu'au final, ils se retrouvent au chômage à 62 ans. Et qu'en plus de ça, les jeunes, eux, arrivent sur le marché du travail et ne trouvent pas de travail. Là, c'est la pire des situations, mais disons qu'on est optimiste et qu'on va pas penser à ça, évidemment. Partons même du principe que ça va être absorbé, on va partir vraiment dans... Ici, on est une chaîne extrêmement optimiste, d'accord ? Donc partons du principe que tout va être absorbé, que ça va se passer du mieux qu'ils le veulent, d'accord ? Après tout,
Comme je l'ai dit, ça va pas être subi hein, non plus, la réforme. Ça va pas être du jour au lendemain, tout à coup, donc c'est pas l'année prochaine, les gens travaillent jusqu'à 64 ans. Non, c'est fait sur X années, hein, c'est dilué. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'en Belgique, donc c'est à 67 ans, mais en 2030. Donc là, ça fait à peu près, c'était donc en 10 ans, quelque chose comme ça. Et là, on est à peu près à la moitié, puisque on est à 63,5 de moyenne ans que les gens prennent leur retraite, d'accord? Donc 63,5 ans, les gens partent à la retraite en moyenne aujourd'hui. Donc on est très proche de ces 64 ans. Et moi, l'intérêt que je vois, c'est quel impact ça a véritablement? Est-ce que vraiment, on a gagné quelque chose à ça? Il faut savoir qu'à l'époque, les arguments qui étaient ressortis n'étaient pas exactement les mêmes, c'était pas tout à fait les mêmes que la France, puisque en France, c'est pour arriver à l'équilibre budgétaire, alors ça c'était sorti évidemment, bien sûr, mais nous il y avait quelque chose vraiment de... c'était pas, il n'y avait pas ce côté les gens vivent plus longtemps, ça c'était pas sorti comme argument. Par contre nous, il y avait le côté penser aux jeunes, ce n'est pas aux jeunes de payer nos factures. C'était vraiment ça l'idée et l'argument principal, c'était pourquoi? Parce que je vous rappelle que donc c'est en 2015, on n'a pas encore eu le Covid, on n'a pas encore eu la crise ukrainienne. On a eu que la crise de 2008 et jusque-là, bon voilà, c'est des crises économiques et vous allez voir que finalement, il y a quand même un point commun hein, à chaque fois de ces réformes, c'est qu'il y a toujours une crise pour justifier les réformes. Normal, le monde bouge, hein. On a eu les attentats terroristes de 2001, et puis après on a eu 2008, avant ça on avait la crise pétrolière, bref, il y a toujours des crises. J'ai envie de dire, s'il n'y avait pas de crise, bah en fait l'humanité n'existerait pas, hein. C'est le propre même de l'humanité et de ce qu'il construit, rien n'est parfait, donc c'est normal qu'il y ait des crises. Donc, nous avions un argumentaire qui était développé autour de ça, donc de ne pas faire payer les générations futures, c'est-à-dire, bah, pas la mienne, hein, malheureusement, parce que moi à ce moment-là je faisais partie hein, des enfants, ou en tout cas des jeunes, mais non, c'est encore mes enfants, d'accord ? Et donc on a mis en place cette réforme en disant « Vous inquiétez pas, ça va aller mieux ». Moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder en Belgique si ça a été mieux. Et pour ça, quoi de plus indicatif hein, que la dette de l'État belge. Donc, comme vous pouvez le constater, le déficit ici c'est en pourcent, c'est important, hein, c'est en pourcent de PIB, d'accord? Donc ici, on voit 109,6%, c'est 109,6% du PIB de la Belgique. Alors, je ne sais plus quel est le PIB de la Belgique, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la courbe que réellement la somme, d'accord? Et comme vous pouvez le voir, ici, on va même pouvoir le comparer à l'international, et au final, vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Donc, dans les années 2000, hein, au début des années 2000, tout se passe extrêmement mal. On a 110% de dette publique, et on la fait descendre. On commence à la faire descendre, boum! On arrive en 2007, au plus bas, pas de bol. Crise, je crois que c'est des subprimes à ce moment-là, hein. Et boum! On remonte à 100%. On passe de 87 à 100%. Quand on y pense, je mets des gros guillemets, ce n'est que 13%. Ce n'est pas tant que ça non plus, en vrai. Quand on voit qu'on est déjà à 87%, franchement, entre 87 et 100, bon, on n'est plus à ça près. Mais soit, c'est une dette ça se rembourse, donc on continue. Évidemment, ce n'est pas qu'en 2008, hein, en général quand il y a une crise, ça se prolonge sur plusieurs années, et on en paye les conséquences pendant plusieurs années, donc forcément, on reprend des prêts. Boum, 2014-2015, comme je l'ai dit, il me semble, réforme de Charles Michel, hein, notre Premier ministre tant adoré, plébiscité par tous les Belges évidemment, qui se voyait comme le Macron, le Macron belge. D'ailleurs, c'est trop marrant parce qu'il a essayé plein de fois de faire ami-ami avec Macron, mais bon. Si déjà vous n'aimez pas le charisme de Macron, dites-vous bien que vous enlevez 100% de charisme et vous avez Charles Michel, hein, vraiment, véritablement, objectivement parlant.
Et nous avons un gouvernement bien à droite qui décide, mais je dis bien à droite économiquement, attention, hein, voilà, et qui décide de faire des réformes pour éviter que les générations futures payent. Boum! Ça redescend, ça redescend, ça redescend, ça redescend. Oh, pas de bol, 2019, Covid-19, hein. Attention, c'est pas le 19e Covid, c'est le Covid de l'année 2019, hein. S'il vous plaît. Ceux au fond, là, suivez un petit peu, hein. Et donc, forcément, augmentation, voilà, évidemment, ça logique, hein, augmentation, explosion même, de la dette publique. Et c'est reparti pour un tour où on essaye de rééconomiser. Sauf que, en plus du Covid, parce que c'est ça, hein, donc là on est 2022, 2021, je crois que c'est ben non, c'est en 2022 d'ailleurs qu'a commencé la guerre en Ukraine, purée, le temps passe si vite. Donc 2022, guerre en Ukraine, donc on sait déjà que ça risque de ne pas être très joli à voir, hein, très beau. Et en fait, moi ce qui me dérange énormément avec cette courbe, c'est que est-ce que c'est vraiment réaliste de penser qu'on peut rembourser cette dette? Sincèrement. Vous regardez ça, vous regardez cette courbe, quel que soit votre bord politique, hein, vraiment. Est-ce que pour vous, vous vous dites que si, en 7 ans, le mieux qu'on ait fait là, voilà, vous voyez, ici, le mieux qu'on ait fait, en donc, c'est en combien en 21 ans, c'est rembourser, on va dire, à peu près 13%, donc 20% de la dette. D'accord? Et regardez, en fait, moi j'y vois un certain pattern à cette courbe. C'est que forcément, parce que là, on n'a pas avant les années 2000. Mais avant les années 2000, ça veut dire qu'il y a eu aussi une augmentation. Ça aurait pu être intéressant d'ailleurs de voir tout au long de la vie de la Belgique, hein, parce que je pense que la Belgique non, elle n'a pas toujours été endettée, parce qu'on a volé de l'or au Congo, important de le préciser, hein, évidemment. Mais donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'effectivement, et c'est pour ça que je viens de comprendre. Je comprenais pas pourquoi la courbe prédicative était comme ça, mais effectivement, forcément, 2022 appuie du cul, donc c'est pour ça qu'elle est comme ça. Mais je sais pas si vous remarquez, à chaque fois qu'il y a une crise, forcément, la courbe remonte. Et si vous faites bien attention, la courbe, elle est pas prête de descendre. La crise en Ukraine, elle vient de commencer. On est là à payer des factures de gaz immenses. Avec, en plus, vous avez vu le Covid qui a mis un coup. Ça m'étonnerait qu'on rembourse beaucoup, là, maintenant, dans les prochaines années. Je crois que la dette va plutôt augmenter que diminuer. Être à l'équilibre, franchement, bonne chance. Franchement, bonne chance. Parce que c'est ça que recherchent les États. Évidemment, l'équilibre, parce qu'ils se disent, bon, ben, tant qu'à faire, ok, on a des emprunts et tout, on va essayer de pas creuser encore la dette. Mais la réalité, c'est qu'en fait, vu que c'est une crise, forcément, si vous essayez d'être à l'équilibre, vous n'allez pas réussir à pousser à la consommation. Vous n'allez pas réussir à relancer votre économie, en fait. Bah non, forcément. Il va falloir se serrer la ceinture. Il va falloir faire des économies, justement. Et les économies, vous allez faire sur quoi? Sur les aides. Parce que en ce moment, on n'est surtout pas dans une mentalité de taxer, par exemple, les personnes les plus riches, hein, qui ont, ou même les sociétés, parce que je dis les personnes, mais en réalité, c'est, on va dire, les branches les plus aisées, hein. On ne les met pas forcément à contribution, mais alors du coup, qui mettons à contribution? Bah, ce sont les personnes les plus pauvres, en réalité. Et quand je dis les personnes les plus pauvres, attention, hein, je parle pas, même pas, je parle vraiment dans un sens très large, hein. Parce que souvent, par exemple, on a un espèce de déni, hein, en Belgique et en France. C'est-à-dire qu'on pense que les pauvres, qu'il y a toujours plus pauvres que nous, en fait, en réalité. Mais pour moi, je considère qu'une entreprise, par exemple, un indépendant qui a sa société, qui est à l'équilibre justement, et qui peine à payer ses factures tous les mois et qui sue à payer ses factures, on est à la limite de la pauvreté, si pas en plein dedans. Donc, il faut pas croire que, quand je parle d'ailleurs des entreprises, hein, il faut pas croire que j'inclus forcément toutes les entreprises dedans. Est-ce que l'épicier du coin vaut une entreprise, des entreprises que je parle? Bah, probablement que non, en fait. Probablement non. Alors du coup, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire par là au final? Déjà, on va terminer avec ces courbes. Parce que comme vous pouvez le constater, donc la Belgique était fort endettée, beaucoup plus endettée que la moyenne européenne. Maintenant, moi je trouve que la moyenne européenne est forcément biaisée, puisqu'on a des pays comme l'Allemagne dedans qui, notamment,
ont une économie qui se porte merveilleusement bien, machin, et donc forcément, bah, s'ils sont eux à 0%, enfin, j'invente, ou voire même à moins 10, ça va niquer toute la courbe, donc la moyenne européenne, c'est mignon. Ce qu'on peut constater par contre, c'est qu'elle suit clairement la moyenne européenne, hein. Donc vraiment, c'est presque du copier-coller de la moyenne européenne, hein, en termes de courbe. Donc visiblement, elle est directement dépendante de la courbe européenne. Et est-ce que c'est dû aux décisions, etc. Je suis pas assez avancé pour le savoir. Cependant, ce que je peux dire, c'est que déjà, on prend souvent l'Allemagne en exemple pour une réussite européenne, hein. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'Allemagne, elle a été extrêmement endettée après la Seconde Guerre mondiale. Elle était ruinée. Et puis elle est passée de ruinée à endettée, hein. Et puis, en fait, un jour, on s'est bien rendu compte que l'Allemagne ne rembourserait jamais son prêt. Parce que l'Allemagne devait des milliards et des milliards, voire même des centaines de milliards. Je sais pas combien, en fait. Je crois que ça devait être des milliers de milliards, si on doit prendre avec l'inflation d'aujourd'hui. À tout... Enfin, je sais pas si vous imaginez que vous avez carrément tous les pays de l'Europe qui vous demandent de reconstruire leur ville. Ça se rembourse pas, c'est pas 10 balles et puis on se casse, hein. Non, ça coûte extrêmement cher. Et un jour, forcément, en fait, on a abandonné les dettes de l'État allemand, parce que ça faisait partie maintenant de leur passé, qu'on s'est rendu compte aussi que, quand même, la Seconde Guerre mondiale, pardon, a été directement enclenchée par la Première Guerre mondiale, et l'humiliation qu'avaient vécu les Allemands suite à la Première Guerre mondiale, et à leur défaite. Parce que... si vous avez vu à l'Ouest, rien de nouveau, vous verrez un petit peu l'espèce de condescendance qu'avaient les Français vis-à-vis des Allemands à l'époque de la Première Guerre mondiale, quand ils ont signé le traité de Versailles, pardon. Eh bien, c'était vraiment de l'humiliation pure et dure. Et ils ont littéralement humilié l'Allemagne pendant 15 ans. Et c'est ce qui a déclenché, qui a, on va dire, aggravé la haine qu'avaient les Allemands envers du coup l'Europe, et particulièrement les Français. Et du coup, forcément, à un moment donné, on a abandonné cette dette parce qu'on s'est dit, mais ça va être... ils ne pourront jamais rembourser cette dette. C'est impossible. C'est impossible. Donc, plutôt que de rembourser cette dette, on va faire d'autres accords, on va faire les choses différemment. Et en fait, moi, c'est un peu ça que j'ai l'impression, c'est que si la gauche a des airs de bisounours en pensant que tout le monde qu'il est gentil et que tout le monde... et que si on est dans une société où que tout le monde il partage ce qu'il a, tout se passera bien, je pense que l'utopie de la droite, c'est de voir cette courbe tomber à zéro. Et je le dis très honnêtement. On a fait cette putain de réforme de retraite, et sincèrement, à part enlever du pouvoir d'achat aux gens, en fait. Parce que, entre-temps, on n'a pas eu que la réforme des retraites. On a eu une réforme du chômage, qui a viré plein de gens du chômage. On a fait... d'ailleurs, un jour, je crois que je ferai une vidéo d'1 heure, parce que moi, j'ai des anecdotes de ce que j'ai vécu moi-même au chômage. Et j'ai un pote qui est en train de revivre la même chose aujourd'hui, actuellement. Et pourtant, justement, qui est loin d'être, on va dire, dans le stéréotype du glandeur, chômeur, profiteur. Et en fait, on se rend pas compte, mais aujourd'hui, les institutions sont tellement complexes. Et on a tellement resserré la vis que ça n'a plus aucun sens. Et que ça devient vraiment totalement contre-productif. On n'est plus dans la productivité, on n'est plus dans l'efficacité. On est juste on fait chier un maximum les gens, on va essayer d'économiser un maximum de fric. Et en faisant chier un maximum les gens vont moins réclamer de fric, et donc on va économiser le plus de fric possible. Sauf que, justement, il faut pas oublier que moins les gens ont d'argent, moins ils peuvent dépenser d'argent. Moins ils peuvent dépenser d'argent, moins l'économie se portera bien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. Et moi, ça, je vais être tout à fait franc avec vous. C'est quelque chose que je ne comprends pas dans la logique, je vais dire de manière générale, quand je parle à des gens qui sont plutôt à droite. Je dis plutôt à droite de manière générale, hein, parce que ce soit des gens qui sont à fond libéralisme ou des gens juste qui disent « bah moi je préfère un peu, je crois que je suis un peu plus à droite », quoi. Vraiment, quand je prends toutes les possibilités, quand je parle de ça, je ne comprends pas comment à droite, on trouve ça logique que retirer du pouvoir d'achat aux gens, ça va être positif pour l'économie.
On a aujourd'hui quand même beaucoup de problèmes, parce que la dette qui a été créée là, parce que moi je crois que ça vient aussi de là, et c'est là où on va arriver un peu à la dernière partie de cette vidéo, qui va encore durer 4 heures, je suis désolé. Mais en réalité, pourquoi est-ce qu'on est endetté comme ça? Est-ce que vous le savez pourquoi on est endetté comme ça? Pourquoi est-ce que tout à coup, on se retrouve avec 112% du PIB, ou 107, hein, ou même, on va dire avant, 109,6% du PIB en prêt? Est-ce que vous le savez, ça? En France, vous avez eu des colonies. En Belgique, on en a eu aussi, et même d'extrêmement profitables. Et ça va demander de faire une petite, déviation sur l'histoire de la Belgique. Mais en Belgique, on a eu le Congo qui s'appelait le Congo belge à l'époque, et qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Si vous regardez la République démocratique du Congo, vous verrez que c'est un pays immense. Littéralement immense. À l'époque, elle avait été donnée à la Belgique parce que c'était un peu en signe de dédommagement par l'Allemagne. C'était une plaine désertique où il n'y avait rien, aucune ressource ni rien. Et on voulait faire plaisir au roi des Belges. On lui a dit, écoute, tiens mon gars, prends la République démocratique du Congo et nous fais pas chier, quoi. Il n'y a rien dessus, mais au moins c'est grand et t'as une colonie, donc ton pays existe sur la carte, ok ? À l'époque, c'était ça. Notre roi s'est beaucoup amusé, évidemment, avec les populations locales, hein, en faisant des atrocités sans nom, j'insiste, hein, c'est bien sûr ironique ce que je dis. Et je parle du fait qu'il en a profité, hein, c'est ironique. C'est vraiment horrible ce qui s'est passé là-bas. On a eu un roi qui a littéralement massacré les populations locales. Et on a découvert quelque chose d'exceptionnel là-bas, c'est ce qu'on appelle du plutonium. Qui sert effectivement pour les centrales nucléaires. Et c'est ce qui explique notamment qu'en Belgique, on a construit des centrales nucléaires, c'est parce qu'en fait, on avait, même après, quand le Congo a pris son indépendance, et qui est devenu la République démocratique du Congo, on leur a accordé l'indépendance en échange d'un accord commercial très avantageux sur cette ressource qui était clairement la ressource du futur, en fait, à l'époque. Et je pense même aujourd'hui, mais ça, c'est une pensée personnelle. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et donc, en fait, évidemment, on n'est pas parti sans rien. On est parti les mains pleines d'or, plein d'argent, plein de pillages fantastiques. Et la Belgique avait ce fric. Il s'est construit un métro à Bruxelles, alors que la ville est censée être trop petite pour ça. Il a fait le toit du palais de justice en or, parce que pourquoi pas. Bref, tout un tas de dépenses monumentales et gargantuesques, tout simplement parce qu'on avait les moyens et que YOLO, hein. Pourquoi pas. Sauf que, comme vous le voyez, dans les années 2000 déjà, c'est la merde. Et pourquoi dans les années 2000 c'est la merde? Parce que dans les années 90, voire même avant, un petit peu avant, on se rend compte que, bon, bah, on n'a plus non plus énormément d'argent, hein, de ces pillages, finalement. C'était bien sympa, hein, mais on a eu énormément voilà, on a eu énormément de dépenses, évidemment, pour les citoyens, mais surtout, qui s'en est mis plein les poches? Je vous laisse deviner. Effectivement, les politiciens qui ont magouillé dans tous les sens, évidemment, bah, quand vous avez un État qui a tellement d'argent qu'il ne sait même plus quoi en faire, bah, vous savez, c'est très vite dans la tête, je veux dire, ça devient très vite logique dans la tête des gens que, bah, si de toute façon, dans un budget, j'invente, mais d'1 milliard, toi tu chopes 1 million, bon, ça va. Il reste encore 999 millions. C'est pas avec ça qu'ils vont crever, toi. Et si vous êtes 10 et que chacun vous prenez 1 million, il reste 990 millions, bon, balèque. Sauf qu'à un moment donné, en fait, il n'y avait plus d'argent. Mais le système continuait évidemment à en profiter. Parce que les gens qui, jusque-là, prenaient de l'argent via l'État, ils ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Et donc, du coup, les dépenses ont commencé à augmenter. Et un jour, on s'est dit, bah merde, en fait. On a un déficit excessif. On a un déficit énorme. On peut plus le rembourser, en fait. Et on n'a plus d'argent. Et c'est là que tout à coup est arrivé ce mécanisme de il faut rembourser la dette. Et donc, on en est là aujourd'hui, à devoir toujours essayer de faire baisser cette dette. Et en fait, moi, c'est ça qui me dérange. C'est que si la dette, je vais me remettre en grand, si la dette avait été creusée par la population
locale. C'est-à-dire qu'en fait, on avait investi dans des trucs de malades mentaux, qu'on avait des bâtiments gigantesques, qu'on avait fait des panthéons, des tours Eiffel, des, des colosses, comme en Grèce, etc. Ok, d'accord, on a déconné, on rembourse la dette. Mais là, littéralement, on a quasiment rien reçu de cet argent, en fait. La population n'a rien reçu. Ce sont des gens qui se sont mis cet argent dans les poches, qui ont maintenant des entreprises tout à fait légales, parce que c'est leurs descendants qui ont hérité, etc. Vous voyez, je lance même pas la pierre à ceux qui aujourd'hui auraient cet argent. Parce que cet argent a été tellement dilué, en fait, parmi ces personnes, qu'en fait, ces personnes, aujourd'hui, elles sont ultra riches, mais de leurs parents, ou alors parce que leurs parents, du coup, ont acheté des entreprises, ils ont blanchi cet argent, en fait. Et aujourd'hui, du coup, on est avec ce déficit, et on se dit, mais putain, d'où il vient? On sait pas comment c'est arrivé. Ben si, en fait, on sait comment c'est arrivé. Et la preuve qu'on le sait comment c'est arrivé, c'est que même encore aujourd'hui, regardez. Ça, c'est apparu aujourd'hui, cet article. Rafale Papers, l'agence française anticorruption a couvert Dassault. Dassault a eu des manquements, Dassault a fraudé, n'a pas suivi les règles anticorruption d'ailleurs, où on suppose qu'il y a des gens qui ont été corrompus. Mais n'oubliez pas que des gens qui sont corrompus, c'est forcément de l'argent détourné. D'accord? C'est forcément de l'argent détourné. Forcément. C'est de l'argent qui n'ira pas à d'autres gens. D'accord? C'est de l'argent qui ne sera pas taxé. C'est de l'argent qui ne reviendra pas d'une manière ou d'une autre chez le citoyen ou quoi que ce soit. Tout ça est lié. Et quand on a une société aussi énorme que Dassault, ou quand vous allez sur leur site, j'y avais été il n'y a pas longtemps, parce que je voulais vérifier une info que je n'ai finalement pas trouvée. Quand vous allez sur le site de Dassault et qu'ils se vantent d'avoir des bénéfices extrêmement grands, etc., ben comment ça se fait que derrière ça, il y a quand même de la corruption et de l'argent comme ça qui va partir, on ne sait où. Même parmi les plus grandes entreprises. C'est une entreprise qui déjà visiblement se fait beaucoup d'argent. Alors comment ça se fait qu'elle a besoin, qu'elle n'a pas besoin de faire d'efforts pour le reste des gens? Et pareil, je prends un autre exemple. On a ici les Balkany, hein. Ça paraît... Aujourd'hui, ça ne nous dit plus rien. Évidemment, on voit tellement de fraude, on voit tellement de gens tricher que ça ne nous dit plus rien. Mais pourtant, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce qu'ils ont fraudé, ils ont quand même caché énormément d'argent. Alors, voilà, ici, c'était ici, voilà. Ils ont caché 13 millions d'euros d'avoirs au fisc. Et ça, c'est le dernier procès en date, parce qu'avant ça, il y avait d'autres procès sur le fait qu'ils avaient détourné des fonds pour acheter des choses, et notamment des villas, pour justement gagner cet argent. Mais est-ce que vous vous rendez compte que là, sur les 13 millions d'euros qu'ils ont volés, d'accord, ou même plus, probablement beaucoup plus, sur tout l'argent qu'ils ont volé, ils ne vont payer que 400 000 euros. 400 000 euros. Vous vous rendez compte? 400 000 euros, si on fait 13 millions moins 400 000, ça veut dire qu'il leur reste encore 12 600 000 euros qu'ils ont pu avoir sans déclarer au fisc, parce que ici, donc c'est juste ça, hein. Donc ça veut dire qu'ils auraient dû être taxés, imaginons, je ne sais pas quelle est la tranche la plus haute en France, hein, on va dire 40% peut-être. Donc vous prenez, voilà, donc on aurait dû récupérer 6 millions d'euros. Je fais grosso merdo, quoi, allez, 5 millions d'euros, on va être gentil. Bah non, ils en auront payé que 400 000. Donc là, l'État, rien qu'avec ce procès, hein, et c'est le dernier en date, donc je veux dire, si ce n'était que ça, si ce n'était que ça, malheureusement, ce n'est même pas que ça. L'État vient de perdre 5 600 000 euros pour 2 personnes. Est-ce que vous commencez à comprendre un petit peu pourquoi moi j'ai un énorme problème avec ça? Pour moi, ce genre de personnes, hein, je vais être franc, hein, pour moi, il y a un truc que je ne comprendrai jamais du côté de la droite, parce que je vais être tout à fait franc, et ça va être un peu ma conclusion de cette vidéo. Hein. C'est que pour moi, il n'y a pas de souci d'être capitaliste ou communiste. Les deux, en fait. Pour moi, je le répète, il n'y a pas de système parfait, en fait. Et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui sont persuadés
que justement, un système sera plus avantageux qu'un autre. Moi, je pense que le capitalisme a des avantages que n'a pas le communisme, et inversement, le communisme a des avantages que le capitalisme n'a pas. Voilà. Pareil pour le libéralisme, etc. Je pense que chaque système a le mérite, on va dire, de proposer quelque chose, et ça doit être étudié. On ne peut pas juste le balancer comme ça d'un coup de la main. Et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui croient plutôt en un système qu'un autre. Mais alors, si on est de droite économique, si on est vraiment capitaliste, pour de vrai, voilà, je me mets à la place d'un capitaliste. Moi, je suis pas anticapitaliste, donc je veux dire, c'est pas compliqué pour moi. Je suis pas en mode, putain, le capitalisme doit tomber. C'est pas ça, moi. Moi, c'est vraiment genre, je ne sais pas. Je prends le système comme il est, et comme la majorité va l'apprendre, et puis après, on adapte, ok? Aujourd'hui, on est capitaliste. Comment ça se fait que dans un fucking système capitaliste, excusez-moi pour le gros mot, mais là, je pense que c'est important, comment ça se fait que dans un système capitaliste, on en est encore à ce que des gens trichent, volent littéralement de l'argent, détournent de l'argent, prennent de l'argent, et leur peine, c'est de devoir donner allez, je sais même pas, 5% de leur fortune qu'ils ont volée. Comment ça se fait qu'un braqueur qui se fait prendre comme ça, après coup, hein, après l'enquête, on regarde les caméras de surveillance, on trouve le braqueur. Comment ça se fait que lui ne pourra pas utiliser l'argent si on retrouve les billets, etc. Comment ça se fait ou on retrouve l'argent sur son compte. Comment ça se fait que lui ne pourra pas utiliser cet argent peut-être pour se défendre, ne pourra pas utiliser l'argent pour s'acheter des villas, etc. Et puis n'en rembourser que 100 000 euros, par exemple. Vous voyez? Pourquoi eux sont condamnés à des peines de prison et des lourdes peines de prison, et en plus, souvent, à rembourser l'argent qu'ils ont volé, avec évidemment des intérêts, des compensations pour les victimes, hein. Alors qu'ici, on a les Balkany, hein, qui, ne vous méprenez pas, hein, ils ont fait des victimes. Parce que ces millions d'euros, c'est des millions d'euros qui n'ont pas été à la société. C'est des millions d'euros que les gens qui votent extrême droite et qui pensent que ce sont les immigrés qui les volent. C'est pas aux immigrés que ça a été ces millions d'euros. Ni aux travailleurs, ni aux chômeurs, ni... Ça n'a été que chez deux personnes. Deux personnes qui les ont mis dans leur poche et qui sont partis avec. Il y a des exemples à la pelle en Belgique, encore même dernièrement, il y en a eu. Et encore une fois, c'est des condamnations qui sont hyper soft. Pour moi, ces gens, en fait, pour moi, vraiment, hein, ces gens ne devraient même, enfin, devraient être ruinés pour moi. Ces gens ne devraient plus avoir ce qu'ils possèdent. Parce que, en fait, c'est bien ça le problème je vais dire, du système capitaliste. C'est la hantise du système capitaliste. Et je vais même dire, c'est la hantise de tous les systèmes. C'est ceux qui volent, c'est ceux qui profitent. Et si on est aussi intraitable avec les pensions, les travailleurs, les chômeurs, si on est aussi intraitable avec le reste de la population quand il s'agit des taxes, des impôts qu'on leur demande de payer directement, qu'on ne leur laisse que X temps pour les payer, qu'il y en a qui doivent carrément emprunter, etc. pour payer ce qu'ils ont à payer. Comment ça se fait qu'on accepte que ceux qui trichent, qui volent, eux, s'en sortent comme ça, en fait? Et en fait, moi, je vais vous le dire franchement, la dette d'aujourd'hui, hein, on la doit pas à la population. C'est pas vous, ni moi, ni mes parents. Et c'est pour ça que je pense que qu'il faut arrêter, en fait, d'affronter, de mettre en face à face les jeunes et les vieux, par exemple. C'est vrai qu'en tant que jeune, j'entends beaucoup de jeunes, et je comprends parce qu'il y a un côté légitime à ça, qui disent, bah, bien fait pour leur gueule aux vieux. Les retraites, c'est bien fait pour leur gueule, franchement. C'est eux qui ont voté pour Emmanuel Macron, ben, ils assument maintenant. Et je comprends ça, en fait. Je comprends ce ras-le-bol. Tout comme je comprends aussi parfois les vieux qui disent, bah quoi, nous on a fait au mieux, et puis tant pis pour les jeunes, hein, c'est des cons. Alors que effectivement, ils ont pensé faire le mieux, et puis maintenant on se retrouve tous dans la mélasse et on sait pas quoi faire. Mais je crois que plutôt que de se faire face, je pense qu'en fait, au contraire, on doit se rendre compte que c'est pas forcément nous qui avons déconné, ni même nos parents. En fait, moi je crois que on a été complètement floutés. On a eu un moment où on a pillé d'autres pays pour avoir de la richesse, et en fait on s'est pas rendu compte des magouilles qui se sont mises en place derrière notre dos
On se rend pas compte qu'en fait, nos pays auraient pu avoir des bâtiments peut-être bien plus beaux, des systèmes bien plus fructueux, et des réseaux de transport en commun. Vous imaginez si on avait mis cet argent de côté, plutôt que de le dépenser bêtement, comme ça, dans les poches de certains. Imaginez que cet argent, on ait été intelligent et qu'on ne l'ait pas dépensé comme des rois qui se disaient qu'au final, regardez, voyons, très cher bourgeois, on en donne à tout le monde. C'est la foire à la saucisse. Je pense qu'en fait, nos pays ne se retrouveraient pas dans la mélasse d'aujourd'hui. Je pense qu'on serait vraiment dans une autre situation. Et je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, c'est important de parler de cette réforme des pensions. On va encore faire payer aux gens les erreurs du passé, les erreurs de personnes qui, visiblement, étaient plus égoïstes que les autres. Et vous remarquerez que, justement, dans ces personnes égoïstes, aujourd'hui, il y a leurs descendants qui profitent toujours de cet argent, sans aucune honte, qui s'en foutent, qui voient même aujourd'hui, et c'est ça que je trouve le plus grave, ont parfois donné la leçon à la populace. Hein. Ah bah oui, t'avais qu'à plus travailler. Ah bah oui, t'avais qu'à plus tchic ou tchac. Mais c'est clair que c'est facile de dire ça quand, en fait, le travail de ton parent consistait finalement à trouver le meilleur moyen de payer le moins possible au bien commun, en fait. Voilà ce que j'en dis. Après, j'avoue que moi, j'espère qu'il y aura des articles sur les conséquences qu'ont eu justement la réforme des retraites en Belgique. Moi, pour le moment, j'ai beaucoup de mal à comprendre. J'ai beaucoup de mal à voir des conséquences positives, mais visiblement, elles doivent être là. Donc, j'invite, si des journalistes tombent sur cette vidéo, à en parler. Et puis, parce que je crois que ce sera extrêmement intéressant, que ce soit nous, les Belges, pour savoir un peu quelle a été l'efficacité de cette mesure. Et pour vous, Français, qui vous posez la question aujourd'hui, je pense que vous pourriez jeter un œil sur la situation en Belgique. Regardez un petit peu pour vous faire une opinion tout court, hein, parce que moi ici je vous ai exposé la mienne. À vous de vous faire la vôtre. Regardez un petit peu en Belgique comment ça s'est passé, comment ça se passe. Regardez le gouvernement Michel, etc., ce qu'ils ont mis en place. Et dites-vous, finalement, est-ce que vous devriez faire la même chose ou pas en France? Voilà. À part ça, encore une vidéo de 10 000 ans. Merci à tous si vous avez regardé jusqu'ici, à tous ceux qui auront regardé jusqu'ici. J'espère que mon point de vue vous aidera. Je sais que nous sommes dans des situations aujourd'hui pas faciles. Du coup, je vous souhaite bon courage à tous, à moi comme à vous. Et puis sinon, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. Toutes les sources sont dans la description comme d'habitude. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Allez, à bientôt, la bise!